surtout, n'oubliez pas que d'une certaine manière, pas de la manière dont on le dit en public, mais d'une certaine manière, nous vivons en démocratie, c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir nous représentent. Hein, d'une certaine manière, ils sont comme nous. Et il est fort probable qu'ils ne sont pas plus mauvais que nous. Alors, je veux dire, en les critiquant, il ne faudrait pas oublier que probablement tout ce qu'on dit d'eux est valable pour nous aussi. Il n'empêche, reste vrai, ce que vous dites, c'est que nous vivons une époque d'une grande manipulation, nous vivons une époque impériale, hein, ouvertement impériale, c'est-à-dire les conquêtes des peuples, etc., qui sous-entend nécessairement des guerres, comme la guerre en Irak, et peut-être, si la situation échappe au contrôle, comme ça arrive le plus souvent dans l'histoire, échappe au contrôle des dirigeants des pays puissants, on peut se précipiter dans une guerre terrible, enfin la troisième et la dernière guerre, pour ainsi dire, mondiale, à cause des armes qu'on possède. Depuis 70, si vous voulez, 1870, donc plus d'un siècle et demi, en Europe, nous avons été constamment en guerre, à l'initiative de l'Allemagne d'ailleurs, la guerre de 70, puis la guerre de 14-18, puis c'est le 39-45. Celle de 45 a eu un prolongement inattendu au Moyen-Orient, parce qu'à cause de la Shoah et de la manière dont les Allemands ont traité les Juifs, les Nations Unies n'ont pas osé faire appliquer par Israël les résolutions de retrait des territoires occupés, ce qui était la cause d'une nouvelle guerre, celle de 73, la guerre du Kippour, et ensuite, à partir de 80-82, de l'intifada. L'Allemagne est indirectement responsable de ces guerres. Enfin, à peine réunifiée, en 91, elle a disloqué la Yougoslavie, elle a mis à feu les Balkans, et à sang les Balkans. Donc, nous, en Europe, nous sommes le siège d'une guerre constante. L'Amérique, jusqu'en 14-18, si vous voulez, avait été tenue à l'écart des troubles européens, et d'où un sentiment d'isolationnisme très fort. À partir de la conférence de la paix de 1919, elle est entrée dans le monde occidental et en Europe, et peu à peu, elle a adopté au fond nos mœurs, si je puis dire. Et récemment, elle aussi est en train de détruire, non pas l'Europe, mais l'Occident, par ces guerres. Et vous vous félicitez aujourd'hui de voir les États-Unis s'engager dans le processus de paix au Proche-Orient et de tenter de faire bouger les lignes? Ah, je m'en félicite beaucoup, même si je ne suis pas très optimiste. Mais cette situation au Moyen-Orient est à proprement parler intolérable. Et je reconnais que les États-Unis ont une vocation particulière, compte tenu notamment de leurs relations avec Israël et de leurs moyens, à apporter une contribution déterminante dans l'évolution de ce conflit. Mais elle ne peut pas être unique. Et je persiste à penser que l'Europe a encore beaucoup à faire dans ce domaine et s'efforce de le faire. Dans le monde aujourd'hui, y compris en Afrique, une visite récente du président Bush, ce sont les nouveaux gendarmes du monde? La notion même de gendarme du monde est une notion qui appartient au passé. C'est une erreur que de croire que le couplage des États-Unis et d'Israël est définitif. Il est apparu au moment de la guerre de 67. Effectivement, dans les dernières années, on a eu l'impression que
les deux puissances étaient tellement confondues qu'il y avait des gens qui discutaient de savoir à quel point c'était une puissance qui exerçait de la force sur l'autre. Enfin, on ne savait plus très bien comment ça fonctionnait. Mais à partir du moment où les États-Unis ont déployé une armée permanente en Irak, d'installer des bases militaires gigantesques là-bas, ils n'ont plus du tout besoin d'Israël pour faire le sale travail dans la région. On peut entrer ? Entrez, entrez. Quelque chose là-haut? Il n'y a rien. Ils viennent souvent dans votre maison et vous pouvez seulement les regarder? Oui, ils viennent, ils fouillent. Ils cherchent quoi? Je sais pas. Ils ne vous disent rien? Non. À partir du moment où on utilise la guerre, on se fait des ennemis et on rejette une partie de la population du monde, encore dépourvue de moyens, faible, humble, etc. Mais au fond d'elle-même, profondément irritée, on la rejette dans un autre camp. Et on ne peut pas, dans le monde, indéfiniment, jouer sur la victoire militaire et sur la guerre. Tous les empires se sont effondrés à cause de leur guerre et des méfaits que les guerres ont suscités. Or, malheureusement pour les États-Unis, ils se sont engagés récemment dans cette voie. Et je pense que le développement pacifique par l'économie va rallier bien des voies, si bien que la planète qui était en majorité admirative des États-Unis, de leur rayonnement et de leur culture, l'est de moins en moins à cause des événements que vous savez. La manière dont a été traité l'Irak, la manière dont les prisonniers ont été traités, les violations des droits de l'homme, bref, le monde consterné constate que les peuples sont tous les mêmes et que, à un moment donné, eh bien, ils prêchent la morale, mais ils ne la respectent pas eux-mêmes, et c'est une grande désillusion. Tôt ce matin, un avion de combat américain lance plusieurs attaques sur les quartiers nord-est de Falloujah. Assiégée depuis lundi par 10 000 soldats américains, la ville sunnite ne se rend pas. Largement inférieure en nombre et en armes, 2000 à 2500 résistants ne laissent aucun répit aux assaillants. Hey, il est blessé entre les deux maisons. Je ne sais pas où est le troisième groupe. Il est parti. Dans la matinée, une partie des troupes américaines s'enfonce rapidement dans la ville. L'objectif est d'impressionner. Mais d'autres Marines sont engagés depuis ce matin dans de redoutables combats de rue, fouillant maison après maison. On croyait que tout était OK. Il y avait des rebelles sur le toit, on est monté pour les déloger et les ramener avec l'escadron. Mais un autre gars a surgi et a essayé de me tuer. Il m'a lancé une grenade. Au hasard des rues, les Marines découvrent des cadavres. Ils affirment que les rebelles tuent ceux qui veulent s'enfuir. Dans les sous-sols d'une maison de Falloujah, les troupes américaines auraient aussi trouvé 3 otages irakiens, mains et pieds liés, mourant de faim et de soif. Je me souviens d'une discussion avec l'ancien ministre des Affaires étrangères britannique à ce sujet, Lord Owen, qui me disait, mais alors lui, c'est un atlantiste forcené, hein, et il disait, mais c'est incroyable, les États-Unis viennent de déployer, à l'époque, je crois, il y avait 180 000 hommes qui étaient déployés en Irak, c'était le début de la guerre. Ils viennent de déployer 180 000 hommes en Irak, ils sont incapables de tenir le terrain. Nous, avec quelques milliers d'hommes, nous tenions l'Empire des Indes. Bon. Et c'est une réalité extrêmement forte. L'Empire britannique s'est constitué avec très peu d'hommes et un savoir-faire extraordinaire dans le diviser pour régner.
Les États-Unis apparaissent avec des gros sabots là-dedans, sont obligés de déployer des armadas incroyables, qui sont insuffisantes en plus. Ils n'arrivent pas du tout à contrôler le terrain. Bon. Croire qu'on peut mener une opération coloniale classique au XXIe siècle, dans un pays qui était doté d'un État, avec un haut niveau d'éducation, etc., ça paraît impossible, quoi. Ils se sont lancés dans quelque chose qui n'a pas de solution. Bon. D'autre part, l'Empire britannique, quand il était à son déclin, avait néanmoins une production intérieure très forte. C'est pas du tout la situation économique des États-Unis. Là, on est dans s'il faut comparer à quelque chose, là, il faut plutôt comparer à la fin de l'Empire espagnol ou de l'Empire portugais, à un moment où ces empires vivaient tout à fait au-dessus de leurs moyens parce qu'ils pouvaient importer de l'or, et puis quand la source d'or s'est arrêtée, ces empires ont découvert que dans leur propre pays, il n'y avait même plus d'agriculture, qu'il n'y avait plus aucune production interne, ils se sont effondrés, ils ont même connu la famine brutalement. C'est plutôt là qu'est la comparaison. La grande idée, je crois, des États-Unis, c'est de s'assurer des approvisionnements en pétrole. Ils ont constaté qu'ils consommaient entre 18 et 20 millions de barils de pétrole par jour pour leur économie, qui est indispensable, et que leur propre production baissait tous les jours, 7-8 barils pour porter à 4 ou 5 en 2020. Et qu'il était pour eux inadmissible que l'unique superpuissance mondiale eût à dépendre ainsi du monde extérieur pour une énergie indispensable à son développement. D'où l'idée, je crois, de s'approprier l'énergie nécessaire, avec une seconde idée, essayer de détourner cette énergie de manière à ce qu'elle n'aille pas alimenter les pays qui seraient demain rivaux, qui pourraient menacer la suprématie des États-Unis, à commencer naturellement par la Chine et l'Inde. Donc les États-Unis n'ont plus de production intérieure de biens de consommation, ils n'ont qu'une production d'armement. Ils arrivent à survivre grâce à l'impression d'une monnaie de singe, le dollar, qui est découplé de l'or depuis très longtemps, et qui n'est accepté sur les places financières que parce que les États-Unis sont censés être invincibles. C'est leur puissance militaire qui donne la crédibilité de leur monnaie. Dans une telle perspective, ils sont condamnés à une fuite en avant, où ils doivent toujours montrer leur puissance militaire, faute de quoi ils seraient ruinés du jour au lendemain. Ils retrouveraient une situation comme la crise de 1929. Alors, ils se sont lancés dans une opération en Irak qui est désastreuse. Si l'opinion publique internationale se rend compte de l'échec que ça signifie, c'est-à-dire s'ils sont amenés à se retirer, il y aurait un effondrement de leur économie. Il faut donc qu'ils déplacent leur guerre ailleurs. Ils sont rentrés dans un processus de guerre itinérante. On passe de l'Afghanistan en Irak, et puis après peut-être la Syrie ou d'autres encore. Le système est ainsi conçu que désormais l'industrie d'armement et la gestion du pays sont totalement imbriqués. Les représentants des grandes sociétés d'armement sont présents dans la salle d'état-major maintenant du Pentagone. Et ils sont même présents dans la War Room à la Maison Blanche, de manière extrêmement officielle. Il y a un délégué pour chacune des grandes firmes comme Lockheed Martin ou Boeing. Et lorsque, dans le dernier bombardement de l'Irak, au début de cette guerre, quand on a déterminé les cibles, l'industrie d'armement a participé à la détermination des cibles pour des raisons liées à l'économie de l'armement et absolument pas pour des raisons directement militaires sur le terrain.